dans ce beau amphithéâtre de l'Université Lyon 2. Je suis très heureuse d'être ici. Alors, nous voulons parler de l'Allemagne, un modèle à bout de souffle. Je suis tentée de dire que nous, en tous les cas, quand on regarde la forte présence féminine, on n'a pas l'impression qu'on soit à bout de souffle. Et je le dis en regardant bien sûr mon compatriote Hans Stark, qui nous fait l'honneur d'être l'homme de notre table ronde. Alors, je reviens de quelques jours en Allemagne, à Berlin, et je peux vous dire que personne ne parle de modèle en Allemagne. Donc, je voudrais, en guise d'introduction, tout de suite dire qu'on doit vraiment s'interroger sur cette sorte d'ethnocentrisme de considérer l'Allemagne comme un modèle. Je me souviens que ça a commencé avec les années Sarkozy, où on a érigé le fonctionnement économique de l'Allemagne comme un modèle. De l'Allemagne, on parle plutôt du Standort, c'est-à-dire de la localisation en opposition à la délocalisation de l'industrie allemande, mais on ne parle pas de modèle. Alors, je voudrais, avant de donner la parole à nos excellents intervenants, dire un mot comment l'Allemagne a, dans le passé, dans les au moins 20 dernières années, pu prospérer. Et je cite pour cela une collègue d'études, Constanze Stelzenmüller, qui a parlé de l'Allemagne et qui a externalisé sa sécurité aux États-Unis, ses besoins énergétiques à la Russie et sa croissance tirée par des exportations à la Chine. Et effectivement, ces trois piliers de la prospérité allemande sont aujourd'hui menacés. Et je vais d'abord me tourner vers Patricia Commun, qui est professeure de civilisation allemande à l'université de Cergy-Pontoise et directrice du Centre de recherche sur les civilisations et identités culturelles comparées. Avant de lui donner la parole, je voudrais brièvement présenter les autres. Céline Antonin, qui est tout à ma droite, est docteur en sciences économiques à l'Observatoire français des conjonctures économiques. Elle enseigne aussi à Sciences Po et elle va nous donner Sciences Po Paris, pardon, et elle va nous donner son expertise économique. Hans Stark, dont la politesse toute allemande voudrait quand même que je le laisse parler en premier, mais il est d'accord qu'on laisse la priorité. Dans ce sens-là, Hans Stark, qui a été pendant des très très longues années un pilier de l'Institut français des relations internationales sur les relations franco-allemandes et qui est aussi professeur de civilisation allemande contemporaine à l'université de Sorbonne, et Marie Kraptak, qui a un petit peu pris le relève de Hans et qui est cherchée au comité d'études des relations franco-allemandes avec une perspective très européenne. Et donc là, je passe tout de suite la parole à Patricia pour qu'elle nous dise un petit peu ce modèle, entre guillemets, allemand à l'exportation. Pourquoi il ne fonctionne plus? Est-ce qu'il est réellement à bout de souffle ou est-ce qu'il est juste en train de changer? Je vous remercie beaucoup de me donner la parole sur ce sujet. Alors, c'est une question un petit peu provocatrice, un modèle export à bout de souffle, alors que si on regarde les chiffres de la balance commerciale de 2024, on a quand même un excédent de la balance commerciale qui s'élève à 220 milliards. Ça fait rêver tous les Français. Donc, est-ce qu'on est à bout de souffle quand on fait encore 220 milliards d'excédent commercial? Mais il y a d'autres chiffres qui, eux, sont beaucoup plus inquiétants pour l'avenir et qui laissent à penser que la crise que traverse l'économie allemande aujourd'hui est loin d'être une crise uniquement conjoncturelle. Elle est liée à de nombreux facteurs
et elle devient une crise véritablement structurelle qui est en train de bouleverser très vraisemblablement le modèle sur lequel s'appuyait la prospérité allemande, comme tu l'as évoqué, et ce modèle qui était un modèle export où on produisait en Allemagne, on exportait dans le monde entier, ce avec des prix qui étaient des prix malgré tout élevés parce qu'on pouvait vendre la qualité à l'ensemble du monde. Ce qui a changé aujourd'hui, évidemment, et aujourd'hui depuis une quinzaine d'années, c'est que ce modèle évolue parce que tout simplement on a la compétition d'acteurs nouveaux dans le monde entier, pas uniquement asiatique, la Chine bien sûr, mais pas uniquement, et que le modèle centralisé de production en Allemagne sur le sol allemand ne fait plus recette parce qu'il y a un certain nombre de problèmes à surmonter. Alors quels chiffres il faut regarder pour justement s'inquiéter de voir où en est ce modèle export? En fait, même si l'Allemagne arbore encore des chiffres tout à fait honorables, de 120 milliards d'excédent de balance commerciale en 2024, l'Allemagne semble être un petit peu à la traîne en termes de taux d'exportation des entreprises. Le taux d'exportation des entreprises, c'est-à-dire quelle est la part de leur production qu'elles exportent par rapport à celle qu'elles vendent sur le sol allemand. Il est tombé, ce chiffre, il a perdu 3,5% récemment, et il est tombé à 47,9%, alors que la moyenne de l'UE est à 52,5%. En fait, on a toujours présenté l'Allemagne comme l'excellent élève de l'export, et en fait, quand on regarde ce chiffre, on s'aperçoit que ça n'est plus le cas. L'Allemagne est un élève un peu médiocre par rapport à des pays comme la Pologne, la Hongrie ou la Tchéquie. Alors, pourquoi mais bon, encore une fois, la France est à 34%, ou non, plutôt 35%, et l'Italie à 34%. Donc, c'est un élève médiocre, mais enfin, moins médiocre que les Français ou les Italiens en termes de pourcentage de taux d'exportation. Il faut regarder aussi un autre chiffre inquiétant, c'est la part prise par la production des biens de l'industrie manufacturière dans le PIB allemand. Ça, c'est des choses qu'on regarde très régulièrement, qui baissent régulièrement depuis plusieurs années, qui étaient encore à 21% en 2024 et qui se retrouvent à 18,6% en août 2025. Ça, c'est complètement nouveau. Et pour rappel, la France est la part de l'industrie manufacturière dans le PIB. En France, c'est à 10,6%. Donc quand on regarde l'évolution des chiffres, on a l'impression que l'Allemagne, finalement, se rapproche un petit peu du modèle français, avec une part moindre de l'industrie manufacturière dans le PIB. Alors on se posera la question de savoir pourquoi est-ce que les services remplacent les biens matériels. C'est pas forcément le cas. On a surtout une baisse de production en volume qui est très inquiétante. Un autre chiffre que les économistes allemands regardent beaucoup, c'est ce qu'on appelle le Knappheitsindikator, les indices de rareté, ce sont des indices qui permettent de comprendre les ruptures d'approvisionnement, les conséquences de ruptures dans la chaîne d'approvisionnement, les composants informatiques, les puces électroniques, la chimie, l'énergie aussi, et les matières premières, dont les prix, alors les matières premières et énergie sont devenus des biens à la fois peu pérennes, alors que ce n'était pas du tout le cas à l'époque du charbon, du nucléaire allemand. Et on sait, je vais pas revenir sur cette histoire, que l'Allemagne est sortie du nucléaire et que elle était complètement, très dépendante du gaz russe, et qu'elle revient aujourd'hui au charbon pour combler le problème de la fin de l'approvisionnement en gaz russe, enfin fin partielle, pas encore totale. Et pour savoir aussi un autre chiffre qu'il faut regarder avec attention, si on a affaire à une crise purement conjoncturelle ou structurelle, ce sont les prévisions d'investissement sur le sol allemand et inversement
délocalisation des investissements hors Allemagne. Ce n'est pas que les entreprises partent entièrement, c'est qu'elles investissent de plus en plus à l'extérieur de l'Allemagne. Aujourd'hui, 51% des entreprises allemandes de plus de 500 employés envisagent ou sont déjà en cours de délocalisation partielle. Ce sont des chiffres faramineux, avec des conséquences incalculables pour le sol allemand, le fameux Standort Deutschland. En cause, les fédérations patronales citent, sans ordre particulier, mais enfin, les problèmes des politiques protectionnistes, le renchérissement des matières premières, l'aggravation des normes et également aussi le manque cruel de main-d'œuvre qui est lié au risque démographique. Donc, ce n'est pas que les entreprises allemandes sont à bout de souffle, c'est qu'elles ralentissent énormément leurs investissements sur le sol allemand. Et ce qui est plus inquiétant, c'est ce qu'on appelle les IDE, donc les investissements directs étrangers sur les sols allemands. Sur le sol allemand, eux aussi se raréfient et diminuent de manière assez spectaculaire. Donc ça, ce sont des signes d'inquiétude, évidemment, que la nouvelle coalition en place a regardé avec attention et sur laquelle... je pense que tu en parleras, Hans, évidemment, il compte intervenir. Alors, deuxième point, il ne faut pas prétendre que le modèle export est mort. C'est un certain modèle qui est à bout de souffle. Au début des années 2000, a existé ce qu'on appelait la Bazar-économie, Franz Werner Sinn, qui disait, en gros, c'était un système qui permettait à l'Allemagne d'investir dans un certain nombre de pièces, etc., dans les pays de l'Est, à la suite de la chute du mur, donc de produire moins cher, de faire travailler des ingénieurs très bien formés en Tchéquie, en Hongrie et en Pologne, et pour ensuite assembler en Allemagne. Et ça a fait gonfler, si vous voulez, les chiffres de l'export et de l'import, parce que c'était des échanges qui permettaient simplement de finaliser un assemblage en Allemagne, en particulier dans le monde de l'industrie automobile. Mais c'est ce modèle-là qui commence à avoir du plomb dans l'aile, parce que, en fait, ce qui s'est produit, c'est que ces pays dans lesquels on fabriquait la Tchéquie, que ce soit la Tchéquie, la Pologne ou la Hongrie, ont commencé, eux, à être capables de produire entièrement. À force d'avoir reçu des investissements, des formations, etc., maintenant, ils ont gagné une certaine autonomie et ils sont capables de produire, pas de A à Z, mais enfin, toute une partie des machines-outils ou des voitures qui, avant, avaient besoin de rejoindre le sol allemand pour être finalisées dans l'assemblage. Et alors, ce qui a donné, évidemment, le coup de grâce, c'est, en particulier dans l'industrie automobile, c'est le passage à la voiture électrique, parce qu'aujourd'hui, les Allemands ne sont pas encore vraiment maîtres de la technologie, ils sont très dépendants des Chinois, et donc aujourd'hui pour fabriquer, on a par exemple, on a l'exemple de la Tiguan, peu importe, une voiture, on a besoin de faire appel à des composants électroniques, à des pièces, à des semi-conducteurs qui arrivent de la Chine en particulier, ou de la Corée, etc. Et que même s'il y a un effort prodigieux pour commencer à produire ces pièces, ces semi-conducteurs sur le sol allemand, les Allemands ne sont pas encore en mesure de maîtriser la production entièrement de ces nouveaux moteurs, de ces nouvelles batteries. Donc ça pose un vrai problème, parce que c'est pas unique, dans la mesure où l'industrie qui était devenue la clé de voûte de l'ensemble de l'export et de la production manufacturière, c'était l'industrie automobile depuis une quinzaine d'années, justement. Donc si vous avez la clé de voûte qui s'écroule, parce que, imaginez que 20% par exemple de BASF, les produits sortis de BASF, allaient vers l'industrie automobile. La chimie travaillait pour l'industrie automobile. La robotique également. Toutes les autres industries
d'importance abondait vers l'industrie automobile. La recherche, on a fait des comparaisons entre les chiffres de la recherche sans l'industrie automobile ou avec l'industrie automobile, il y a une différence prodigieuse. L'industrie automobile, c'est celle qui met le plus d'argent dans la recherche, y compris en Allemagne. Donc, si vous avez tous entendu parler des problèmes de Volkswagen, des pertes colossales enregistrées par le groupe, je ne vais pas aller dans les détails des chiffres, mais si cette industrie automobile s'écroule, il est sûr que tout le système qui permettait de tenir, à toute l'industrie manufacturière allemande qui permettait encore de tenir en Allemagne, risque fort de s'écrouler. Donc ce sont plutôt, alors à bout de souffle, disons qu'il y a un risque d'écroulement sérieux, et c'est la raison pour laquelle l'actuelle coalition, évidemment, s'en est inquiétée et considère pouvoir faire des investissements spectaculaires dans un certain nombre d'infrastructures de données. Moi, ce ne serait pas mon domaine maintenant, et je laisserai à Hans le soin d'en parler. Voilà. Alors, avant qu'on donne la parole à Hans, j'aimerais beaucoup demander à Céline Antonin de s'intéresser un peu plus aussi des infrastructures, du manque d'investissement dans les infrastructures publiques et de nous dire un petit peu en quoi il y a en quelque sorte une résonance avec la dégradation du modèle export par rapport à ce qui se passe à l'intérieur du pays. D'accord. Alors, merci, bonjour à tous. Alors, je vais y venir. Je vais peut-être commencer par un petit peu également rappeler pourquoi c'est un modèle à bout de souffle. Alors, si j'arrive à faire fonctionner le... Parce que j'ai une petite présentation pour vous montrer quelques graphiques, mais si ça ne marche pas... C'est bon. Si, c'est bon. Ah oui, c'est parfait. Alors, en fait, je voulais vous rappeler en quelques mots, alors même si j'ai bien noté que le terme modèle était surtout évoqué chez nous, les Français, mais c'est vrai que nous, on a vraiment une vision de ce modèle allemand, alors aussi en termes de mode de développement, en fait. En fait, ce modèle allemand, pour nous, il est fondé sur une puissance industrielle exportatrice. Donc d'abord sur l'existence donc, de l'industrie qui va jouer comme fer de lance de l'économie allemande. Donc juste pour vous rappeler là aussi quelques chiffres. Donc en 2023, la valeur ajoutée de l'industrie hors construction, c'est 23% du PIB, même 25% pardon, du PIB, contre 10% en France. Donc ça vous donne un petit peu un ordre de grandeur. C'est 20% de la main-d'œuvre. Et vous avez quelques secteurs essentiels dans l'industrie, la fabrication de machines et de biens d'équipement, vous avez l'automobile, comme on l'a dit, la métallurgie ou encore la chimie. Alors par ailleurs, c'est une industrie compétitive, donc c'est le fameux Standort Deutschland, avec quelques piliers. Donc vous avez eu la modération salariale, les lois Hartz entre autres qui ont œuvré à cette modération salariale. Vous avez eu l'externalisation des services également et les délocalisations en Europe centrale et orientale donc, qui ont été évoquées. Ensuite, vous avez une industrie qui est innovante, c'est-à-dire que l'Allemagne fait non seulement de la compétitivité prix, mais aussi de la compétitivité hors prix, avec un effet du produit en Allemagne, du produit haut de gamme, qui offre des biens plus innovants que la France, pour les mêmes secteurs en fait. Et donc, les marges dégagées par les entreprises vont être utilisées pour innover, avec un niveau de recherche et développement qui est plus élevé que celui de la France, puisqu'on est à plus de 3%, alors qu'on est à 2,2% en France. Et donc voilà, et c'est une recherche et développement qui s'appuie aussi beaucoup sur les entreprises. Donc, par ailleurs, c'est un modèle donc, qui est fondé aussi sur l'export et surtout vers l'export des pays, enfin vers les pays à forte croissance, donc avec des avantages comparatifs plus forts également. Et donc, ça explique aussi pourquoi l'Allemagne avait jusqu'à présent mieux résisté à la concurrence des pays asiatiques. Elle a également un tissu de PME, donc de petites et moyennes entreprises importants, qu'on appelle le Mittelstand, donc avec des entreprises qui sont très actives à l'export et étroitement connectées aux grandes entreprises, justement via ce réseau de clients-fournisseurs. Alors aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est qu'effectivement, on a quand même une croissance allemande qui est à l'arrêt. Donc je vous rappelle que depuis la crise de la Covid, ce qu'on observe, c'est qu'on a aujourd'hui un niveau de production, de PIB, qui dépasse à peine celui du quatrième trimestre 2019. Donc avec une explication assez simple, les difficultés de l'industrie, l'érosion de la compétitivité et une perte de part de marché à l'international. Alors moi, je voulais vous parler donc essentiellement de deux types de causes. Les causes qui sont liées à des chocs extérieurs,
Donc à savoir le choc énergétique qu'on a évoqué, la concurrence avec la Chine et les causes internes par ailleurs qui pèsent sur la productivité, la démographie et le retard d'investissement qu'évoquait Michaela. Donc d'abord sur la perte de compétitivité et la question de la vulnérabilité énergétique. Donc on a d'abord une forte dépendance à la Russie en fait, puisque donc, vous savez que l'Allemagne est sortie en tout cas du nucléaire et qu'elle a voulu sortir aussi, enfin en tout cas alléger sa dépendance au charbon. Donc ça a été en partie compensé par les énergies renouvelables intermittentes, mais avec surtout une importance du gaz naturel. Mais ce qui s'est passé, c'est que suite à la guerre en Ukraine, vous avez eu une baisse des livraisons de gaz justement vers l'Europe par Gazprom et une flambée du prix du gaz, puis de l'électricité, donc avec une résurgence du taux d'inflation et d'ailleurs un taux d'inflation en Allemagne qui a largement dépassé celui de la France. Et donc une baisse durable de la production industrielle dans les industries qui dépendent justement de l'intensité énergétique, qui sont à haute intensité énergétique. Donc vous avez là un petit graphique effectivement qui vous montre que vous voyez que sur le papier et carton par exemple ou sur la chimie, vous avez effectivement la métallurgie, enfin vraiment un indice par rapport à l'indice 100 avant la Covid, vous avez un niveau qui n'est pas revenu justement au niveau pré-crise. Donc l'Allemagne a tenté de réagir pour sortir de cette crise. Elle a en fait dès 2022 cessé d'importer du gaz russe. Elle a privilégié la Norvège par exemple par rapport à la Russie. Elle a diversifié ses fournisseurs. Elle a construit notamment des terminaux méthaniers. Bref. Bon, malgré tout, aujourd'hui, c'est vrai que la situation est encore complexe. On a, par exemple, si je vous prends le coût de l'électricité, un coût qui est plus cher en Allemagne que chez les concurrents. Et là, je vais vous montrer un autre graphique qui vous montre le prix de l'électricité, par exemple, pour les moyennes entreprises. Et donc, vous voyez que l'Allemagne se situe en pôle position. Alors, derrière l'Irlande, mais par rapport à la France, on voit que le coût de l'électricité est bien plus élevé. Donc ça, c'est la première forme de vulnérabilité énergétique, donc ce qu'a aussi évoqué Patricia. Et j'en viens, à une deuxième cause de vulnérabilité, qui est la vulnérabilité commerciale avec la dépendance à la Chine et la concurrence de la Chine. Donc, la dépendance à la Chine, c'est que vous avez effectivement un pays qui est dépendant des chaînes mondiales de production et que quand ces chaînes d'approvisionnement sont perturbées, ce qu'on a vu par exemple au moment de la Covid, et bien à ce moment-là, vous avez un ralentissement de la production industrielle. Mais par ailleurs, vous avez une concurrence croissante de la Chine. Donc, pour vous donner une idée, on a 5200 entreprises allemandes qui sont implantées en Chine contre 1600 entreprises françaises. Et vous avez un exemple qui est parlant, qui est celui de l'automobile. Donc pendant des années, l'Allemagne a l'Allemagne s'est implantée en Chine et donc la Chine a accueilli les investissements directs à l'étranger allemands. Ils ont créé des joint ventures parce que c'était pour s'implanter sur le marché chinois, c'était ce qu'il fallait faire. Et donc, ils ont transféré une partie de leur savoir-faire à tel point qu'aujourd'hui, finalement, la Chine est devenue une concurrente directe de l'Allemagne et qu'elle a raflé le titre de premier exportateur mondial à l'Allemagne en 2023 sur l'automobile. Et d'ailleurs, c'est un fait saillant ici que je voulais vous montrer. C'est les parts de marché ici que vous voyez. Et donc, les pointillés bleus que vous voyez en haut, ce sont les parts de marché de la Chine. Et ce que vous voyez, la courbe que vous voyez en noir, c'est l'Allemagne. Et donc vous voyez qu'on a l'impression qu'il y a quand même une forme de compensation. Donc les gains de parts de marché de la Chine vont de pair avec une perte des parts de marché de l'Allemagne. Donc voilà ce qu'on observe. Alors, je voulais brièvement vous parler du point qu'évoquait Michaela sur le retard des investissements publics également. Donc on a eu en fait un retard d'investissement public dès les années 90 qui a été imputable en fait à des choix budgétaires et à des restrictions budgétaires, donc avec notamment la mise en place, alors ça c'était en 2009, mais du frein à l'endettement, donc qui avait limité à 35% du PIB justement le déficit structurel de l'État fédéral, sauf dans des circonstances exceptionnelles. Et donc, ça a bloqué, en fait, une politique ambitieuse d'investissement. Alors, c'est vrai que l'Allemagne est un excellent élève en termes de dette et de déficit, sur lequel on parle souvent de prendre exemple en France, mais la contrepartie, ça a été ça, l'investissement. Et donc, vous avez une Allemagne qui est à la traîne par rapport aux États-Unis ou par rapport à d'autres pays de l'UE sur la numérisation. Ça va de la fibre optique à la numérisation des services publics. Par exemple, la population raccordée à la fibre optique, elle est 6 fois moins importante en
Allemagne qu'en France, pour vous donner un exemple. Et vous avez l'infrastructure ferroviaire, routière également qui est délabrée. Alors on avait l'idée, enfin l'IMK avait chiffré en tout cas les montants nécessaires en termes d'investissement à 460 milliards d'euros, donc cumulés sur 10 ans, et 100 milliards uniquement pour le réseau ferroviaire. Donc c'est vous dire l'ampleur du phénomène. Alors c'est vrai que là aujourd'hui on a l'impression que l'Allemagne s'est emparée de ce sujet en mettant sur la table un plan très ambitieux en matière d'infrastructure. Alors reste à voir ce qui va être fait concrètement. Mais en tout cas, je voulais juste peut-être conclure en disant que malgré tout, le modèle allemand a des atouts indéniables. Donc quand même une base industrielle innovante, on l'a dit, une balance commerciale très, très positive, un tissu de PME, une avance dans le domaine des énergies renouvelables. Mais effectivement, il y a quand même toutes ces questions qui se posent et on aura l'occasion d'y revenir. Merci beaucoup. Alors justement, Hans Stark, j'avais envie que tu élargisses un petit peu cette définition des caractéristiques du modèle allemand, comme on est convenu de l'appeler. Est-ce que justement, parce qu'en France, on s'inquiète aujourd'hui beaucoup, on voit que l'instabilité politique est aussi un facteur de frein à l'économie, à l'activité économique. Est-ce qu'on peut parler justement un petit peu de ce frein à l'endettement reformé et aussi ce modèle constitutionnel qui a tiré ses leçons de l'expérience avec les motions de censure et qui a introduit une motion de défiance constructive, c'est-à-dire qu'il faut automatiquement avoir une contre-majorité avant de faire chuter un gouvernement. Est-ce qu'on peut comparer un petit peu la France et l'Allemagne pour voir comment ce modèle au bout de souffle a quand même quelques forces de résistance? Merci beaucoup. Alors, il y a des degrés de d'essoufflement divers et variés. Et peut-être que si l'eau nous monte jusqu'au cou en France, ou même au-delà, en Allemagne, c'est encore au niveau de la ceinture. C'est plutôt rassurant, n'est-ce pas? Voilà. Bon. Alors, je reviens sur cet aspect, mais je voudrais, avant d'entamer les réponses à tes questions, insister sur un autre point, en guise de complément de ce que vient d'être dit, et pour apporter une petite dose d'optimisme, même si c'est un optimisme un peu grinçant, entre guillemets. Car, alors, en effet, l'Allemagne est un pays qui exporte depuis le début des années 50, donc au moment même où démarre le miracle économique allemand, donc dans les années 52-53, l'Allemagne exporte déjà beaucoup plus qu'elle n'importe. Mais l'excédent commercial a été, entre guillemets, modéré. Jusque dans les années 1989-1990, c'était toujours quelques milliards. Donc dans l'ensemble, c'était équilibré. C'est avec la globalisation, l'ouverture des marchés en Europe de l'Est que l'excédent commercial allemand explose littéralement, et c'est une très mauvaise chose. Parce que l'excédent commercial allemand, c'est le déficit des autres. Et c'est un excédent qui dépasse parfois les 7% du PIB allemand. Et d'ailleurs, la Commission européenne a plusieurs fois critiqué l'Allemagne pour avoir un excédent commercial infiniment trop élevé. Donc si nous sommes encore à 220 milliards maintenant pour cette année, d'ailleurs au mois de juillet, avant l'été, pour un seul mois, 15 milliards d'excédent commercial, ce n'est pas une bonne chose. Donc il faut entre guillemets, il faut presque se réjouir pour nous tous et pour l'économie allemande que les choses cessent et que l'Allemagne devienne moins dépendante de l'automobile, enfin de l'industrie d'automobile. C'est aussi une très bonne chose parce que bon, ça pollue et puis il y a un tas d'aspects qui sont à souligner, qui sont des aspects négatifs. L'Allemagne s'est installée dans une zone de confort d'un point de vue économique durant les années Merkel, qui était basé sur des atouts économiques qui étaient en réalité destructifs et contre-productifs pour l'Allemagne et pour ses partenaires. Donc de ce point de vue-là, là encore, la situation actuelle, qui est terrible parce que tout est finalement
tout est conditionné par l'agressivité, par la menace russe, en quelque sorte, et chinoise aujourd'hui. Et donc c'est pour ça qu'il ne faut pas se réjouir trop tôt. Mais que l'Allemagne, entre guillemets, modifie un tout petit peu les curseurs de son modèle économique allemand, entre guillemets, infiniment trop axé sur la globalisation, infiniment trop axé sur l'acceptation de dépendance vis-à-vis du gaz russe, vis-à-vis des importations chinoises, y compris d'importations de terres rares que les Chinois sont en train maintenant auxquels les Chinois sont en train de mettre un terme, ce qui fait paniquer l'industrie d'automobile, et pas seulement l'industrie d'automobile en Allemagne, c'est une excellente chose. Alors, par quoi est-ce que l'Allemagne pourrait remplacer, entre guillemets, ces curseurs du passé? Alors, s'il y a quelque part un modèle, un contre-modèle que je vois peut-être émerger, c'est celui, encore une fois, vous allez me dire que je suis terrible, militariste, droitier, tout ce que vous voulez, donc vous pouvez me tomber dessus après, ça ne me dérange pas. C'est le modèle reaganien, Ronald Reagan. Ronald Reagan avait massivement investi dans l'armement américain au début des années 80, tout en menant, du point de vue monétaire, une politique plutôt d'austérité et d'équilibre budgétaire. L'Allemagne, au niveau de l'équilibre budgétaire, on ne l'a pas mentionné aujourd'hui, elle est toujours dans les clous. Donc, en dépit de la situation actuelle, l'année dernière, c'était à 2,8. Il me semble que pour l'année 25, on envisage peut-être 4%, justement parce que le frein à la dette a été un peu démantelé pour les industries de défense, mais il est prévu que l'Allemagne rentre de nouveau dans les clous autour de 3%. D'ici la fin de la décennie, la dette publique allemande va rester autour de 60 milliards d'euros, alors que nous sommes à 120 en France. Donc la situation de ce point de vue-là, à mes yeux, est plutôt une situation de stabilité. Le chômage reste bas avec 6%, et le chômage des jeunes, peut-être aussi parce qu'il n'y a pas suffisamment de jeunes, c'est une question démographique aussi. En tout cas, le chômage des jeunes qui reste très important en France avec 19% des moins de 24 ans, il est infiniment plus favorable côté allemand. Alors par quoi, quand je reviens maintenant à cette idée, à cette situation, ce modèle reaganien, à savoir, face à la menace russe, qu'on prend à tel point au sérieux que les experts en matière de défense et les services de renseignement disent qu'une guerre, pas forcément militaire, mais cyber et compagnie, pourraient nous opposer à la Russie d'ici la fin de la décennie. Donc face à cette menace, les Allemands investissent massivement dans la défense. Donc un peu comme Reagan l'a fait. Le budget de la défense, qui était de 50 milliards à peu près par an dans les années Merkel, à savoir à peu près 1,1% du PIB, donc 3 fois rien, va passer à 150 milliards par an à partir de 2026. Donc c'est déjà une augmentation très importante. Et là-dedans, vous avez des programmes d'achat d'armement autour de 377 milliards. C'est un chiffre qui a été donné par Politico il y a quelques jours, fin octobre, pour les 2-3 ans à venir. Donc un programme massif d'armement. Maintenant, les critiques vont dire « Ah, ben, ça va surtout engraisser les entreprises américaines, n'est-ce pas, puisque les Allemands se tournent régulièrement vers les États-Unis pour leur défense. » Eh bien, pas tant que ça. Pour la défense aérienne, oui, d'autant que le projet SCAF est mort. De toute façon, même s'il avait vu le jour, ou s'il voit encore le jour un jour, ce sera pour 2040, donc en tout cas pas pour la réponse qu'on doit apporter immédiatement à la menace russe. Donc là, en effet, les Allemands se tournent massivement vers les États-Unis, notamment pour l'achat d'avions F-35 qui vont transporter des bombes nucléaires américaines, sous contrôle américain, sous commandement américain, mais pilotées par sans doute des Allemands. Mais le reste, le terrestre, le maritime, le cyber, l'espace, c'est européen où on va investir. Et pour moitié sur les 377 milliards, ce sont des entreprises allemandes qui vont avoir des contrats importants. Donc vous avez avec une entreprise comme Rheinmetall, un géant européen qui est en train de naître et qui va pouvoir concurrencer Lockheed Martin. Donc je ne vois aucune raison pour que ce ne soit pas le cas, hein, mais dans son domaine qui est le sien.
Donc les blindés, donc les Allemands sont toujours forts en voiture, ça ne change pas, en blindés, en chars, etc. Mais on en a besoin. Et d'ailleurs, ça peut être aussi, c'est déjà une réponse pour le risque de désindustrialisation mentionnée à l'instant, car l'industrie d'automobile qui est en crise voit déjà maintenant des capacités de sous-traitance, mais aussi du savoir-faire des ingénieurs allemands aller de l'automobile vers l'industrie de défense. Alors, est-ce que maintenant l'Allemagne va être une menace pour les autres? Je pense que non, parce que, enfin, je suis même certain que non, étant donné que ces pourcentages-là sont à mettre en comparaison, évidemment, non pas avec l'Allemagne wilhelmienne ou autre chose de ce genre, mais avec la RFA d'avant la fin de la guerre froide, où la part du PIB allemand consacré à la défense était régulièrement autour de 4 à 5%, y compris sous Willy Brandt, chancelier qui a obtenu le prix Nobel de la paix. Donc c'est cela qu'on est en train de reconstruire en Europe, et il faut le reconstruire, à savoir un glacis à l'est qui protège évidemment pas seulement l'Allemagne, mais les pays qui sont à l'est de l'Allemagne, mais à l'ouest de la Russie, à commencer par les pays baltes, la Pologne et les pays d'Europe centrale, s'ils le souhaitent. Donc, ce réarmement ne va pas être investi dans des programmes d'exportation vers l'Afrique ou vers l'Asie, etc., mais davantage dans la défense européenne. Et donc, forcément, ça va créer des emplois, ça va créer un pourcentage de croissance supplémentaire, et on table déjà pour l'année 2026 sur un taux de croissance de 1,7. Alors 1,7, évidemment, on va dire que ce n'est pas énorme, mais même durant les années Merkel, qui étaient des années fastes pour l'économie allemande, la moyenne au niveau du PIB, la moyenne sur les 16 ans des années Merkel, c'était autour de 2%. Ce n'était pas plus, peut-être même un peu moins. Donc entre 1,5 et 2%, parce qu'il y a eu des moments aussi avec Covid, avec la crise financière de 2008-2009, il y avait des passages à vide aussi avec la crise de la zone euro, etc. Donc c'était pas, parfois c'était 2% et plus, un peu plus, parfois c'était quand même beaucoup moins. Donc sur l'ensemble de ces années, c'était autour de 1,5 à 2%. Et donc, si l'Allemagne peut renouer avec cela, à mes yeux, c'est plutôt une bonne chose. Alors, est-ce que l'Allemagne reste stable politiquement? Parce que ça, c'était la question. Ben, bon, alors, l'Allemagne a des talons d'Achille énormes. Bon, économiquement parlant, l'énergie, elle s'est tirée une balle, mais une salve de balles dans ses deux pieds en sortant du nucléaire. Donc je suis entièrement d'accord, et Patricia Coman, on a beaucoup parlé de cela et on peut revenir là-dessus, entièrement d'accord avec ça. D'autant que, ça c'est l'autre talon d'Achille, le retard criant de l'Allemagne en termes de numérisation, en termes de digitalisation. L'Allemagne a un retard terrible, et ce qu'elle exporte, c'est du XXe siècle. Pour ne pas être méchant et dire 19e. Donc c'est la chimie, c'est la machine-outil, c'est la construction lourde, c'est même des clous et des choses comme ça, et des écrous. Donc elle est en retard sur tout ce qui concerne la digitalisation. Il n'y a pas de GAFAM en Allemagne, il n'y a pas d'équivalent pour une concurrence allemande ou européenne avec l'Allemagne face aux GAFAM américains, et donc ça c'est très mauvais. Il n'y a rien, il y a quasiment rien au niveau, pour l'instant, peut-être ça changera au niveau de l'intelligence artificielle, et l'intelligence artificielle étant très gourmande en énergie, on ne voit pas comment avec les renouvelables on peut fournir donc à cela une réponse. Je termine parce que je sais que je suis trop long sur l'instabilité. La grande inquiétude évidemment c'est l'AfD. En Allemagne, qui est pro-russe, mais de façon radicale, qui pense qu'elle fournit des renseignements à la Russie, des renseignements précis justement sur la défense de l'Allemagne. Aujourd'hui, il y a une session au Parlement allemand justement là-dessus, parce qu'elle puise des informations parlementaires au niveau de l'Ender, où on fait pas mal de choses en matière de défense et de sécurité intérieure notamment, et au niveau du Bundestag, donc du Parlement allemand, pour avoir des informations. On ne sait pas ce qu'ils font avec, mais on sait qu'il y a des filiations absolument évidentes entre l'AfD et la Russie de Poutine. Donc premier grand talon d'Achille. Ils sont dans les sondages aujourd'hui à égalité avec la CDU, parfois avec les chrétiens-démocrates, et parfois même devant. Alors, ils ne sont pas à 35% plus, comme c'est le cas pour le
Rassemblement national en France, ils sont à 25%. Avec 25%, on n'a pas de majorité. Est-ce que les chrétiens démocrates vont tomber dans le panneau et former un gouvernement avec l'AfD? Franchement, je ne pense pas. Ils vont se faire du harakiri. Et surtout s'ils acceptent, parce que si l'AfD, aux prochaines élections, 1% de plus que la CDU, c'est l'AfD qui pourra réclamer la chancellerie. Est-ce que la CDU va rentrer comme junior partner dans un gouvernement avec l'AfD? Je ne peux pas m'imaginer cela. Donc voilà, pour l'instant, il faut que ça tienne. Pour l'instant, ça tient entre la CDU et avec le SPD. C'est compliqué pour les deux partis, mais les deux partis ont une majorité de 12 sièges au Bundestag. Donc il n'y a aucune chance d'avoir, dans le cadre d'un renversement du gouvernement éventuel, chancellerie Merz, un candidat de rechange, parce que c'est ça la motion de défiance constructive. Il faut ensuite élire un autre chancelier, et je ne vois pas les chrétiens démocrates et l'AfD se mettre d'accord sur un autre chancelier, et en dehors de cela, il n'y a pas d'autre majorité. Donc on va tenir d'une façon ou d'une autre. On va tenir aussi, on a déjà beaucoup de questions, et donc je me permets, Marie, je vous avais demandé de développer un petit peu sur ce lien transatlantique qui était très important pour l'Allemagne et qui s'effiloche à première vue. Hans vient de mentionner justement qu'une partie de l'industrie de défense est en train de se renationaliser en quelque sorte. Est-ce que c'est couvert par les chiffres que vous avez trouvés? Est aussi une question liée. Les projets de défense franco-allemande ont un petit peu du plomb dans l'aile. Et là, il y a une question du public qui demande si le couple franco-allemand a besoin d'une relance. Merci beaucoup. C'est toujours difficile de passer après et en dernier, après ces éminents collègues. Mais en tout cas, effectivement, je vais apporter une dimension peut-être un peu plus géopolitique aussi, une dimension axée sur les États-Unis. Et effectivement, comme vous l'avez noté, il y a une dépendance en termes de sécurité et de défense, et ça a des conséquences sur le plan commercial. On parle de plus en plus d'arsenalisation du commerce, donc de weaponization of trade, où on met donc d'autres atouts dans la balance que des atouts purement commerciaux. Et donc, effectivement, l'atout de l'aide apportée par les États-Unis à l'Europe, à l'Ukraine, qui finalement permettent d'obtenir des avantages de la part des Européens. Et ça me permettra ensuite de revenir aussi sur la question sino-américaine, puisque se pose la question de comment l'Allemagne est en mesure finalement de répondre à cette rivalité sino-américaine prise en étau entre les États-Unis et la Chine. Alors effectivement, la sécurité et la défense, c'est un sujet important, l'externalisation vers les États-Unis. Donc les États-Unis fournissent des soldats en Allemagne, puisque 38 000 soldats allemands sont stationnés en Allemagne. Et puis, américains sont stationnés en Allemagne, pardon. Et donc, effectivement, aussi en termes de dissuasion nucléaire, les États-Unis sont un partenaire important pour l'Allemagne, puisqu'il y a des accords de partage nucléaire entre les deux pays. Et donc, effectivement, la première présidence de Donald Trump a été a été un moment très dur, très difficile pour l'Allemagne. Donald Trump qui sort des accords multilatéraux, qui sort d'un certain nombre d'organisations internationales, qui avait appelé l'Allemagne un passager clandestin au sein de l'Alliance Atlantique, parce qu'effectivement l'Alliance dispose d'un excédent commercial par rapport aux États-Unis pour ce qui est des biens. Et effectivement que les États-Unis considèrent que l'Allemagne n'a pas suffisamment dépensé en matière de sécurité et de défense, et ça a été rappelé par Hans. Effectivement, il avait également menacé de retirer 12 000 soldats américains du sol allemand. Donc ça a été un moment, je dirais, pour l'Allemagne qui a été très difficile. Et en même temps, ce n'est que le symptôme d'un repositionnement stratégique des États-Unis, puisqu'en effet, Barack Obama déjà avait parlé d'un pivot asiatique. Et donc, effectivement, la question, c'était pour l'Allemagne, est-ce que c'est purement conjoncturel ou est-ce que c'est plus structurel? Et effectivement, on voit par la suite que cette distanciation
entre l'Europe et les États-Unis a plutôt tendance à être structurelle. Et donc la question, c'est comment l'Europe va y répondre, comment l'Allemagne va y répondre. Avec la guerre en Ukraine, on a un resserrement du lien transatlantique. Effectivement, sous la présidence de Joe Biden, on a une OTAN qui est aussi plus forte, puisqu'on a une raison d'être initiale de l'OTAN qui est retrouvée, celle de la protection de l'espace euro-atlantique. On a 2 États neutres, la Suède, la Finlande, qui décident également de rejoindre l'OTAN, le flanc est de l'OTAN qui effectivement est renforcé. Donc pour l'Allemagne, c'était une Zeitenwende, un changement d'époque, que cette guerre en Ukraine, c'était vraiment le fait qu'il va falloir repenser stratégiquement son analyse des menaces. On n'a pas suffisamment considéré la Russie comme une menace dans le passé et effectivement on a sous-investi en matière de défense, donc il va falloir moderniser la Bundeswehr, Hans en a parlé. Il va aussi falloir diversifier ses sources d'approvisionnement parce qu'on a été trop dépendant de la Russie en la matière. Alors, la deuxième présidence de Donald Trump coïncide plus ou moins avec l'arrivée au pouvoir de Friedrich Merz, le nouveau chancelier allemand. Et Friedrich Merz a eu des propos assez fermes le soir de l'élection en février 2025, avant même qu'il ne devienne chancelier, en disant que l'Europe va devoir devenir indépendante par rapport aux États-Unis et que les États-Unis ne s'intéressent plus au sort de l'Europe. Donc on voit une volonté effectivement de travailler main dans la main avec la France sur des projets effectivement de sécurité et de défense. Le SCAF, le MGCS ont été mentionnés, même si on connaît des retards importants dans ces projets et des difficultés au niveau des industriels, mais également la volonté de se rapprocher de la France, mais également du Royaume-Uni, qui sont les 2 puissances nucléaires au sein de l'Europe, pour voir effectivement si on peut élargir la dissuasion française à l'Allemagne. Donc, est-ce que les intérêts vitaux français peuvent également inclure l'Allemagne? Ce qui nous intéresse aussi, évidemment, c'est les accords de Turnberry en Écosse, donc les accords entre Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, et Donald Trump, où effectivement des droits de douane de 15% ont été décidés sur les importations européennes. Un certain nombre de biens où des droits de douane supérieurs s'appliquent, donc 50% sur l'acier, sur l'aluminium. Et puis d'autres biens qui sont exemptés de droits de douane, les biens pharmaceutiques, l'agriculture, les composants aéronautiques, mais également les semi-conducteurs et les minéraux critiques. Et alors effectivement, Donald Trump mêle ici d'autres aspects que simplement des aspects commerciaux, puisque effectivement les États-Unis apportent une aide considérable à l'Europe pour sa sécurité et la défense. Donc l'Union européenne s'est engagée pour acheter davantage d'armes américaines. L'Union européenne s'est aussi engagée à acheter 750 milliards de dollars d'énergie américaine, donc du gaz, du charbon et du pétrole. Et puis l'Union européenne s'est également engagée à acheter 600 milliards à investir 600 milliards de dollars aux États-Unis. Et donc effectivement, on peut supposer que Donald Trump finalement accroisse la pression encore sur l'Europe dans un certain nombre de domaines pour que l'Union européenne achète davantage d'armes américaines, assouplisse sa réglementation en matière de l'environnement, de la préservation de l'environnement, qu'effectivement il y a un assouplissement aussi en termes numériques. On sait que l'Union européenne s'est dotée du Digital Markets Act, Digital Services Act, et donc il y a eu des amendes concernant Apple, donc 500 millions d'euros d'amende contre Apple et 200 millions d'amende contre Meta. Donc effectivement, tout ceci est pour déplaire à Donald Trump. Et puis, il y a une volonté également de la part des États-Unis que l'Europe s'aligne sur la politique relative à la Chine des États-Unis. Donc, qu'elle soit plus ferme par rapport à la Chine.
et d'ailleurs qu'elle soit plus ferme aussi à l'égard de la Chine, de l'Inde, donc de ces pays qui finalement permettent à la Russie de contourner les sanctions occidentales contre la Russie. Parce que ces pays donc, permettent l'exportation d'hydrocarbures de la Russie malgré les sanctions occidentales. Et puis, on l'a déjà mentionné auparavant, effectivement, il y a cet étau dans lequel est insérée l'Europe, donc entre la Chine et les États-Unis, qui se trouve dans une rivalité sino-américaine qui effectivement se traduit par une lutte vers le leadership technologique. Et donc, on a des contrôles aux exportations, des restrictions aux exportations qui sont mises en place en matière de semi-conducteurs et en contrepartie des restrictions aux exportations en termes de minéraux critiques, de terres rares. Et donc, on a des entreprises européennes qui sont directement impactées par cela, hein, des entreprises comme ASML des Pays-Bas, mais également Zeiss et Trumpf, mais également, on l'a évoqué, Nexperia notamment. Donc, la question est vraiment comment l'Union européenne va pouvoir répondre à ce défi, prise en étau entre la Chine et les États-Unis. Effectivement, les États-Unis considèrent qu'ils s'estiment lésés par les règles du commerce international, par l'intégration de la Chine dans le commerce international et donc notamment l'adhésion de la Chine à l'OMC en 2001 et donc le but de Donald Trump à travers son America First and Make America Great Again, c'est effectivement de réindustrialiser les États-Unis, de recréer de l'emploi manufacturier. Donc les États-Unis considèrent que depuis l'adhésion de la Chine à l'OMC, 25% de produits manufacturiers a été perdu aux États-Unis. Donc effectivement, c'est dans ce contexte-là que s'insère l'Allemagne, que s'insère l'Europe, alors que la Chine ambitionne de devenir le principal leader manufacturier au monde d'ici 2049. Alors, je ne veux pas vous couper, Marie, mais le temps nous échappe un petit peu et pour pouvoir avoir un peu plus de dynamique, je pense que justement vous êtes au cœur des questions qui intéressent beaucoup le public. C'est vraiment l'industrie de défense et cette transformation de l'Allemagne en puissance militaire qui se dessine. Et donc, je pense ceux qui ont envie de réagir, je vais dire quelques questions parce que je crois c'est vraiment très important. Pourquoi le retrait de 12 000 soldats américains serait une mauvaise nouvelle en Allemagne? Et aussi, est-ce que c'est vraiment une bonne chose que l'Allemagne devient une puissance militaire de premier plan et comment les Allemands réagissent par rapport à ça? Parce qu'effectivement, on était très fiers de notre pacifisme et effectivement, on voit dans la société allemande que notamment parmi les jeunes, il y en a beaucoup. On parle d'une forme de restauration du service militaire. Il y a beaucoup de jeunes qui disent non, nous, non, pas avec nous. Donc, je ne sais pas, Marie ou Hans, qui veut réagir par rapport à ces questions. Vas-y, Hans. Bon. Essayez vite et on va faire des réponses courtes pour que tout le monde... Je donne d'abord la parole à Hans et après à Marie pour que... Mais court, s'il vous plaît. Oui, alors quand même, pour avoir pas mal étudié l'histoire de l'Allemagne, la situation actuelle n'a rien à voir avec le nazisme ou avec l'Allemagne de Guillaume II. L'Allemagne n'a aucune revendication territoriale de quelque nature que ce soit. Je veux dire, elle ne porte aucune ambition colonialiste. Enfin bref, elle est à l'intérieur de frontières qu'elle a reconnues en 1990 et dont elle ne remet pas nullement en question le tracé, alors que la Russie de Poutine dit que la Russie n'a pas de frontières fixes. Donc ça change tout. La Russie, Poutine dit que le ministre des Affaires étrangères russe, Lavrov, dit que les seules personnes qui arrivent vraiment à conseiller Vladimir Poutine,
c'est Ivan Grozny, donc Ivan le Terrible, c'est Pierre le Grand et Catherine II. Donc il se concerte avec ces trois-là quand il hante les couloirs du Kremlin. Lorsqu'il revient, par exemple, Poutine sur la Grande Guerre nordique, au tout début du XVIIIe siècle, elle prend fin après 20 ans de guerre vers 1721, Poutine dit que maintenant la Russie n'a rien pris qui ne lui appartenait pas. Elle a repris ce qui tient à elle. Ça change tout. Ça change tout. Et quel serait aujourd'hui le positionnement allemand en Europe si demain les trois pays baltes retombent sous contrôle russe, ou si la Russie prend une partie, la moitié, toute l'Ukraine? Imaginez cela. L'Ukraine est aujourd'hui, après la Russie, sans doute la principale armée en Europe. Si le potentiel militaire ukrainien tombe entre les mains des Russes et que les Russes obligent les Ukrainiens d'aller combattre en première ligne pour se venger sur leur indiscipline dans une guerre contre les Polonais ou contre les pays baltes, l'Europe est un très très grand danger. L'Europe est en très grand danger. Donc, ce que fait la République fédérale, elle répond à une situation à laquelle elle s'est retrouvée en 2022, à savoir que l'armée allemande était nue. Alors Marie, est-ce que c'est 20 ans de désinvestissement. Est-ce que c'est une bonne nouvelle finalement, le retrait des soldats américains annoncé? Alors, le retrait n'est plus d'actualité, même si le retrait... Si, ça vient d'être annoncé par l'administration Trump. Oui, donc on a un retrait annoncé pour la Roumanie, notamment, et puis avec Elbridge Colby, qui est responsable de la sécurité aux États-Unis. Effectivement, la question du redéploiement vers l'Indo-Pacifique ou aussi vers la protection du territoire américain, puisqu'il y a aussi des sujets relatifs à la lutte contre la drogue qui se posent aux États-Unis. C'est ça qui est effectivement en question, mais d'un point de vue allemand, on essaie justement de garder ces forces américaines en Allemagne, notamment à travers l'achat de matériel américain. Et comme ça a été évoqué par Hans Stark, on n'a pas suffisamment de capacité à l'heure actuelle pour faire face aux défis qu'est la guerre en Ukraine si on n'a pas le soutien américain de nos côtés. Donc il y a d'un côté une volonté de long terme de construire une défense européenne et c'est totalement légitime et louable, et ça a été le propos d'Emmanuel Macron, et notamment depuis 2017 et son discours à la Sorbonne et ces projets qui ont été lancés, le SCAF et le MGCS. Mais à court terme, il est difficile de réaliser, de matérialiser ce but-là. Donc il y a des objectifs un peu divergents en la matière, et donc le réalisme aujourd'hui impose qu'on a besoin du soutien des États-Unis dans un certain nombre de domaines. Vous voyez notamment aussi la question de la coalition des volontaires, qui est une idée ou une initiative dans laquelle la France et le Royaume-Uni s'engagent, où là-dessus, l'Allemagne est beaucoup plus réticente. Donc finalement, la réponse allemande en matière de défense est beaucoup plus une réponse industrielle à ce stade qu'une réponse opérationnelle. Et on sait très bien que sur le plan opérationnel, il y a beaucoup de dépendance par rapport aux États-Unis, sur ce qu'on appelle les strategic enablers, sur la logistique, sur le renseignement, sur l'intelligence. Donc voilà, c'est ce que je dirais aujourd'hui. Très bien. Un autre sujet qui revient tout le temps dans les questions, c'est la question énergétique et la sortie du nucléaire. Alors, je ne sais pas qui de vous deux voudrait... donc, je vais lire probablement deux questions. Les ressources énergétiques du Turkménistan et de l'Azerbaïdjan peuvent-elles remplacer le gaz et le pétrole russe? Et une autre question... qui a été posée, que je dois retrouver, parce que vous êtes un public très actif, je vous remercie, mais il y a trop de questions. En arrêtant ces centrales nucléaires et en revenant au charbon, alors là, malheureusement, ce n'est pas bien écrit. Je pense la question, c'est est-ce que l'Allemagne peut encore maintenir une industrie intense en sortant du nucléaire et du charbon? Moi, je peux bien réagir. Alors oui, donc merci pour ces deux questions. Alors je ne sais pas si la question justement est un peu
provocante, parce que c'est vrai que pour le coup, donc on évoque le Turkménistan et l'Azerbaïdjan. Alors, moi, je veux bien, on a sanctionné la Russie à juste titre et on s'est coupé du gaz russe parce que la Russie avait déclaré la guerre à son voisin. L'Azerbaïdjan, je ne vais pas revenir sur l'histoire de l'Azerbaïdjan, mais enfin l'Azerbaïdjan a quand même opprimé la minorité arménienne au Haut-Karabagh. Donc c'est vrai que voilà, ça serait un peu deux poids deux mesures, et donc ça me semblerait effectivement assez cynique. Mais c'est vrai qu'on peut se dire que de la part de l'Union européenne, il y a une forme de cynisme à dire on accepte d'un côté d'augmenter les importations de gaz azerbaïdjanais alors qu'on se prive du gaz russe. Alors soit on a une attitude cohérente et on dit à partir du moment où les pays ne sont pas des démocraties et agissent comme des dictatures, on les sanctionne, et je trouve que c'est une bonne chose. Il y avait eu il y a quelques années une table ronde sur les sanctions, et je pense que c'est quand même une bonne chose qu'il existe des sanctions économiques, mais soit on agit de la même façon pour tout le monde, soit, on dit que le pragmatisme économique doit l'emporter, et à ce moment-là, on ne prend pas de sanctions. Donc ça, c'était un premier point, d'autant que ce qu'il faut rappeler, c'est qu'en plus, il y a une forme de cynisme qui existe alors sur l'énergie. C'est que pour vous donner un exemple, et c'est vrai qu'on le dit, par exemple, pour la Russie et le pétrole ou le gaz qui vient de Russie, ce qui se passe, c'est qu'en fait, il y a des pays qui jouent le rôle de zone, si vous voulez, tampon. Je vais prendre un exemple. Le gaz russe, en Europe, on a arrêté en partie de l'importer. Alors, c'est pas tout à fait vrai, parce que en fait, vous avez toujours du gaz naturel liquéfié, vous avez toujours une petite partie du gaz russe qui continue d'arriver aussi en Europe. Mais en fait, vous avez des pays qui raffinent, par exemple, ce gaz, et ce qui permet, en fait, à l'Europe, indirectement, de le réimporter. Donc, en fait, par des pays tiers, vous avez, en réalité, une importation de gaz russe. Alors, la seule différence, c'est qu'il y a des pays qui empochent en fait une plus-value en passant avant de nous réexporter leur gaz. Donc c'est un peu cynique, mais c'est de la géopolitique. Et pour vous donner un autre exemple, c'est que l'Azerbaïdjan, par exemple, importe du gaz russe et bon voilà, et entre guillemets le blanchit un peu, et il est réexporté ensuite vers l'Europe. Donc en fait s'enrichit à nos dépens. Donc c'est voilà. Donc à cette question, je pense que effectivement. Merci beaucoup. Alors Patricia, vous voulez dire un mot sur l'énergie nucléaire Oui, alors moi je partage tout à fait l'avis de Céline Antonin sur l'Azerbaïdjan. Il y a beaucoup d'hypocrisie dans ces mesures, disons, punitives, officiellement punitives contre la Russie. On n'a même pas parlé aussi de toutes les flottes fantômes, etc., et du fameux GNL. On a construit des terminaux méthaniers, on en a construit 7, je crois, si ma mémoire est bonne, en Allemagne, pour obtenir donc du GNL, qui était en fait aussi en partie du gaz russe retransformé en GNL et qu'on accueillait sous une autre forme. Et alors, oui, l'industrie nucléaire, c'était 12% quand même. De l'énergie en Allemagne. Non, elle n'a pas été uniquement comblée par le charbon ou par l'électricité des éoliennes et des panneaux solaires. Elle a été comblée aussi tout simplement par les importations de notre chère industrie nucléaire française. Donc là, c'est aussi une partie du franco-allemand qui fonctionne bien, puisque l'objectif, c'est quand même de créer des réseaux électriques dans l'ensemble de l'Europe et d'échanger à la minute près et au besoin donc, de l'électricité d'un pays à l'autre. Alors, donc importation du nucléaire français tout en condamnant officiellement le nucléaire, etc. Le nucléaire, c'est pas bien, mais c'est bien chez les autres, et chez le voisin français, c'est pratique. Donc un petit peu d'hypocrisie aussi sur ce plan-là. Bon, alors un autre point qui me semble important de signaler, si on veut parler quand même des réalisations de la transition énergétique, il y a un certain nombre de projets qui se sont mis en place et qui ramènent l'Allemagne à travailler de manière assez étroite en Baltique ou en mer du Nord avec les pays d'Europe du Nord. Et cette évolution de la transition énergétique fait tourner l'Allemagne, enfin la fait se retourner davantage vers l'Europe du Nord en termes d'investissement que vers la France. Bon, je grossis un petit peu le trait, mais il y a une part de vérité. Et puis, autre point, je voulais souligner sur la défense, il y a quand même un aspect économique. L'Allemagne a tout à fait intérêt à défendre les frontières de l'Europe plus au nord ou à l'est, parce que tout simplement, quel est le pays aujourd'hui en Europe dans lequel l'Allemagne investit le plus? C'est la Pologne. Donc le jour où la Pologne serait envahie, évidemment, l'Allemagne intervient, ou même avant.
c'est évident. Donc elle a des intérêts économiques, stratégiques, capitaux dans tous les pays d'Allemagne de l'Est et les pays de l'Europe de l'Est, et effectivement d'Europe du Nord. Ça, c'est quelque chose d'essentiel. Et ça la distancie un petit peu des intérêts français. Enfin, c'est quelque chose qui va un petit peu à l'encontre du franco-allemand. C'est la parfaite transition à un autre bloc de questions que je vois ressurgir. Alors, je vais probablement faire une petite parenthèse. On a non seulement un public très intéressé, mais aussi très malin. Petite correction, oui, l'Allemagne n'a pas de GAFAM, mais l'Allemagne a quand même SAP, qui a développé un logiciel. Alors, on me dit que je n'ai pas compris la subtilité du langage français en disant qu'en Allemagne, on ne parle pas de modèle, mais pour une fois, il y a un mot qui est quasiment le même entre notre chère langue et la langue de Molière, c'est modèle, et ça a les mêmes caractéristiques. Donc, je pardonne que c'était plus une petite coquetterie de départ pour dire on est toujours le modèle dans les yeux de l'autre, mais pas pour soi-même. Alors, le bloc... Est-ce qu'il faut fusionner la France et l'Allemagne? Est-ce qu'il y en a plusieurs qui le formulent plusieurs questions comme ça, qui le formulent. Alors la France donnant la démographie et l'Allemagne les économies, je ne sais pas. Alors après, il y a aussi d'autres questions plus pardon, excusez-moi. Il y a d'autres questions. Une France-Allemagne est-elle envisageable aujourd'hui et sera-t-elle la solution à un manque de croissance des deux pays? Après, la dernière question, et je laisse aux chers intervenants de décider qui veut répondre à cette question, c'était est-ce que le moteur franco-allemand est-il en panne? Qui se sent de répondre? Céline. Oui, alors je veux bien apporter quelques éléments. Alors d'ailleurs, j'en profite pour vous transmettre une petite anecdote. C'est vrai qu'il paraît que cette notion de couple franco-allemand, alors là je parle sous le regard des Allemands, c'est une notion très française, parce qu'il paraît qu'on est un peuple très romantique qui parle de couple, alors que c'est le moteur. Voilà, ou de relations franco-allemandes, mais pas du tout de couple. On parle de tandem. Voilà. Et ça peut être très romantique aussi. Mais moins. T'es déjà franco-allemand, toi. Voilà, donc, alors, sur cette subtilité, alors je pense que effectivement, il y a eu des périodes où ce tandem ou couple franco-allemand fonctionnait mieux. En fait, ce qu'on voit, et on le voit notamment sur le domaine énergétique, on parlait du nucléaire. Et c'est vrai que ce qui se passe sur le nucléaire, c'est que, bon, en France, vous savez que c'est quand même notre fierté nationale, et c'est vraiment pour nous une source d'énergie effectivement importante, que le nucléaire. Alors j'avais les chiffres pour vous donner le mix énergétique global. En fait, les énergies fossiles en Allemagne, donc sur le mix énergétique total, on est à 78% pour les énergies fossiles en Allemagne et 22% pour les renouvelables, sachant que vous n'avez donc pas de nucléaire. Alors qu'en France, c'est vrai qu'on a 44% de notre mix énergétique qui repose sur le nucléaire. Donc on voit la différence. Et c'est vrai qu'une première illustration peut-être de ces limites de la relation franco-allemande, c'est cette Europe de l'énergie qui n'existe pas et le fait qu'on a des modèles énergétiques quand même très différents. Si je vous donnais les chiffres sur l'électricité, vous verriez que la France, c'est les 2/3 en fait du mix électrique qui repose sur le nucléaire, alors que c'est 0 en Allemagne. Donc c'est vrai qu'on a un système européen de compensation sur l'électricité qui est un petit peu compliqué, etc., et qui fait qu'on est interdépendant, mais on a quand même fait des choix énergétiques extrêmement différents. On a fait aussi des choix de modèles économiques très différents. On parlait aussi des déséquilibres, par exemple, commerciaux. Bon, nous, en France, alors on est cette année moins mal que les autres années en termes de balance commerciale, mais c'est quand même pas extraordinaire, notamment quand on compare à l'excédent allemand. Et c'est vrai que, en fait, si c'est problématique, et d'ailleurs, quelque part, il faudrait que l'Allemagne puisse presque dévaluer, enfin, on ait une appréciation en Allemagne, qu'on ait une dépréciation en France, enfin, donc, et cet outil monétaire n'existe pas. Tout ça pour vous dire qu'il y a quand même de grandes divergences entre les deux pays et que
elles paraissent un peu difficiles à combler. Donc voilà, et je pense que le moteur est un peu en panne. Peut-être que là où il y a quand même un motif de réjouissance, c'est que le fait que l'Allemagne se mette à investir comme elle le fait, et avec les 1000 milliards, on va dire, d'investissements qui sont prévus entre la défense et les infrastructures, on peut se dire que là, vraiment, l'Allemagne semble avoir suivi un peu la cigale française, si j'ose dire, et en tout cas avoir pris, disons, des leçons un petit peu sur la France. Et donc peut-être qu'il va y avoir un peu plus de convergence à ce niveau-là. Mais c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de sujets sur lesquels les pays ont des raisonnements assez différents. Alors, notre public pointe aussi les contradictions allemandes. Des autoroutes assez vétustes, pas payantes, mais assez vétustes, une Energiewende, mais des trains qui sont jamais à l'heure et très vétustes également. Et il y a une question plus concrète sur la sortie de la voiture thermique. Est-ce qu'elle menace l'industrie automobile? Et quand on regarde les récentes tentatives du chancelier Merz de, en quelque sorte, retarder cette sortie au niveau européen, on peut effectivement se poser la question. Patricia, Marie, qui souhaiterait répondre? En fait, effectivement, l'industrie automobile est très importante pour l'Allemagne, ça a été souligné. C'est 800 000 emplois directs et donc c'est effectivement beaucoup de sous-traitants et de fournisseurs qui gravitent en plus autour de Mercedes, de Volkswagen et de BMW. Donc il y a un ancrage territorial de ces différentes entreprises, que ce soit donc en Basse-Saxe, dans le Baden-Württemberg ou en Bavière. Donc effectivement, il y a beaucoup de questionnements autour de cette réglementation européenne du fait de sortir de la vente de véhicules thermiques d'ici 2035. Les objectifs climatiques l'imposent, mais il y a effectivement la question de la compétitivité du Standort Deutschland. Je ne sais pas si je peux revenir sur la question d'avant aussi ou pas. Enfin, je pense qu'il y a aussi dans la question que vous posiez sur le fait de fusionner l'Allemagne et la France, il y a toujours cette idée en France d'un endettement commun à l'échelle européenne, ce qui en fait est aussi une question qui revient. C'est la dot. Voilà, en fait, ça revient dans le rapport de Mario Draghi aussi, le fait donc d'investir à hauteur de 800 milliards d'euros pour booster la compétitivité de l'Europe, pour atteindre une taille critique, faire un scale-up, pour atteindre une taille critique aussi par rapport à la concurrence chinoise et américaine. Et je pense que là-dessus, c'est assez compliqué du côté allemand. Je pense que Friedrich Merz a déjà engagé beaucoup de crédit politique avec la mesure qu'il a prise, donc le fait que le frein à l'endettement ait maintenant été assoupli. Et donc, il a en fait utilisé la majorité précédente du Bundestag précédent pour ce faire, y compris avec les Verts qui ne sont maintenant plus au gouvernement. Donc, ça a été vraiment très compliqué à faire passer. Et donc, il y a l'AfD en embuscade, ça a très bien été expliqué par Hans Stark. Donc, c'est plutôt compliqué de se dire que l'Allemagne cède sur cette question-là. En revanche, on voit que l'Allemagne investit dans la sécurité et la défense, y compris à l'échelle européenne, où on a donc un certain nombre d'instruments avec EDIS, EDIP, avec le mécanisme SAFE, donc les 150 milliards d'euros à disposition des États pour qu'ils modernisent leur industrie de la défense. Et l'Allemagne a utilisé cette National Escape Clause, effectivement, pour moderniser son industrie de la défense. Et ça n'est pas le cas de la France, qui, elle, est le dos au mur en termes de finances publiques. Donc voilà, juste aussi pour ajouter ça. Très bien. Je vais juste quand même rappeler que si l'Allemagne a demandé une prolongation de la survie du moteur thermique, la décision sera prise, je crois, le 10 décembre. Par la communauté européenne sur le sujet, en opposition frontale avec la France, dont les intérêts pour la voiture électrique semblent avérés. C'est pas que les constructeurs allemands ne soient pas capables de construire un véhicule électrique en Europe, ou même en Allemagne, c'est qu'ils se sont spécialisés dans une partie sur les SUV, les voitures de luxe, etc., pour lesquelles
qui sont chères et pour lesquelles il n'y a pas de marché en Europe actuellement, parce qu'elles sont tout simplement trop chères et ils n'ont pas encore trouvé le moyen de faire ce qu'on fait nous avec la Zoé électrique ou d'autres petites voitures, parce que c'est tout simplement pas rentable. Ils avaient une telle maîtrise du moteur thermique qui faisait toute leur valeur ajoutée avec le moteur aujourd'hui. Si vous ne construisez pas les batteries électriques, vous ne faites rien en termes de valeur ajoutée. Donc c'est plus rentable de construire en Europe. Et de toute façon, l'industrie automobile française, elle a quitté la France beaucoup plus que l'industrie allemande n'a quitté, l'industrie automobile allemande n'a quitté l'Allemagne. Donc il y a le poids aussi des syndicats. On a vu avec les conflits autour de Volkswagen. Si on veut garder une structure industrielle porteuse en Allemagne, il faut un peu retarder, ralentir un petit peu la course. Et les Allemands aussi sont engagés. Alors, ils ont fait des efforts spectaculaires, des investissements spectaculaires, non seulement sur l'électrique, mais aussi sur l'hydrogène. Ils croient beaucoup à l'hydrogène. Ils sont engagés aussi, par exemple, dans le domaine énergétique, dans la fusion de l'hydrogène. C'est des choses qui sont étonnantes. Donc, ils considèrent en gros qu'il n'y a pas que l'électrique et pas que le nucléaire pour arriver à l'objectif du zéro émission tel qu'il est imposé maintenant par l'Europe en 2050. C'est qu'ils ont d'autres voies technologiques. Ce n'est pas qu'ils sont en retard, qu'ils sont plus conservateurs, c'est qu'ils ont pris d'autres chemins technologiques qui les éloignent un petit peu de la France. Donc l'Union franco-allemande, non. Et les Allemands sont aussi proches des Italiens que des Français aussi. Donc non, ça c'est un Patricia est formidable. Elle a avancé la question qui était l'Allemagne croit-elle dans la filière hydrogène. Donc on a répondu à cette question. Alors je me tourne à Hans parce qu'il y a une question qui était un peu sous-jacente dans ce que tu as dit. La question, c'était est-ce que la CDU peut terminer comme les Républicains et ouvrir ainsi la porte à une majorité AfD? Oui, alors non, franchement, je n'y crois pas parce que descendre aussi bas que LR, c'est quand même pas facile. Hein? Voilà. Et puis si LR est descendu aussi bas aussi, c'est parce que c'est un parti qui s'est déchiré. Pendant des décennies, il y a des querelles de chefs et qui ne savaient pas sur quel pied danser, un pied gaulliste un peu eurosceptique par-dessus bord ou un pied plutôt pro-européen libéral et ça a devenu l'UMP. Voilà. Et les chrétiens démocrates sont pour l'instant, en tout cas de ce point de vue-là, encore plus résilients. Mais il n'en demeure pas moins que vous avez à l'intérieur de la CDU est-allemande beaucoup de voix qui se lèvent pour dire oh finalement l'AfD c'est pas si inquiétant que ça et qu'il faut en arrêter avec le mur par feu, il faut se rapprocher de ce parti-là. Donc en Allemagne de l'Est, il y a des chrétiens démocrates qui sont favorables à cela. Pour l'instant, Merz tient. Mais moyennant des dérapages qui sont parfois assez regrettables, parce que vous savez, comme on disait, un président ne devrait pas dire cela, l'équivalent pour un chancelier s'applique. Et l'autre jour, donc, il a dit que le fameux Stadtbild, donc nous avons maintenant un débat en Allemagne sur, comment est-ce qu'on traduit cela d'ailleurs, hein, sur l'image que renvoient les villes allemandes, c'est un peu ça, hein, et il dit qu'il y a encore du travail, en quelque sorte. Évidemment, tout le monde disait que, Merz trouve qu'il y a trop de personnes colorées en Allemagne et c'est un raciste. Non, ce n'est pas un raciste, M. Merz. Il voulait dire par là qu'il y a des zones d'insécurité importantes en Allemagne, des zones où les drogues dures circulent, etc., par exemple autour de Francfort. Mais il aurait pu s'exprimer quand même un peu autrement. Deuxième exemple, et ça m'a vraiment inquiété. Donc nous avons M. Wadefuhl, qui est le ministre des Affaires étrangères chrétien-démocrate, qui est parti donc en Syrie, et il s'est dit en Syrie, franchement, les Syriens d'Allemagne ne peuvent pas vraiment revenir. Enfin, vu l'état du pays, je peux comprendre si on n'a plus de maison, qu'on ne peut pas revenir dans le pays. Alors que les Allemands de la CDU ne demandent que ça, à savoir que tous les Syriens partent. Tous? Non, bien sûr pas les 7000 médecins syriens qui font tenir le service de santé en Allemagne. Donc si vous pointez les contradictions allemandes, elles sont là en réalité. À savoir, c'est un pays d'immigration qui ne s'assume pas en tant que pays d'immigration, mais qui en a cruellement besoin étant donné la démographie en Allemagne.
Hein. Étant donné aussi, la France, c'est exactement la même chose, oui. Parce que si un jour nous faisons entre guillemets le vide, je parle un peu à la va-vite, hein, comment on va faire pour le bâtiment public, comment on va faire pour la restauration, comment on va faire avec tous les travaux que les Français de France, entre guillemets, comme vous, et j'allais presque dire moi, n'ont plus envie de faire. Hein. Voilà, donc c'est-à-dire, il y a dans les partis conservateurs, par rapport à l'immigration, il sort quand même pas mal de contradictions. Non, donc je pense pas que la CDU aille aussi loin, d'autant que je termine là-dessus. Son ADN, c'est vraiment l'Europe, c'est Adenauer, c'est l'engagement pro-occidental et pro-européen. Renier cela. Alors qu'est-ce qui reste des chrétiens-démocrates? Plus rien. Et en plus, il y aura toujours des malins qui vont se dire « Ah bah tiens, on a déjà connu ça dans le passé, n'est-ce pas, en 1933, quand il y avait le Zentrum von Papen, etc., qui a ouvert grande la porte à Hitler. Et on a vu ce que ça donne. » Hein. Donc voilà, je pense que les Allemands sont vaccinés, y compris les chrétiens-démocrates. Alors, ce n'est pas encore le mot de la fin parce que vous êtes engagé pour l'Allemagne, donc vous êtes discipliné et vous... Quel stéréotype encore. Vous supportez quand termine sur le coût du travail, parce qu'il y a beaucoup de questions sur le coût du travail. Et je vais poser la question posée. Le coût de la main-d'œuvre n'est pas évoqué comme cause de rupture du modèle économique allemand. Pourtant, la main-d'œuvre y est très chère. C'est quelqu'un qui a travaillé là-bas et a gagné beaucoup plus qu'en France qui pose cette question. Et il y a d'autres questions. Est-ce qu'il faut, que penser de la hausse du SMIC allemand, rééquilibrage de l'économie vers la demande interne ou nouvelles menaces sur la compétitivité? Alors, je regarde Céline qui, je crois, a envie de réagir par rapport à ces questions. Oui, tout à fait. Alors, je pense que c'est une très bonne question. Effectivement, on ne l'a pas trop abordée, la question du coût du travail. Alors, c'est vrai que ce qu'on disait, c'est que le modèle allemand s'était construit sur cette idée de la modération salariale. Hein, c'était justement les lois Hartz, etc., et qui ont permis d'avoir une main-d'œuvre finalement moins cher. Alors, c'était en partie vrai parce que, en fait, il y avait aussi une différence entre l'industrie et les services. Et c'est vrai que cette modération salariale, elle était plutôt vraie dans les services, mais qui ont été en fait externalisés aussi. Donc, et l'industrie, c'était un peu moins vrai. Mais en tout cas, il y avait quand même globalement cette modération salariale. Alors, en fait, ce qui se passe, c'est que vous avez peut-être vu d'ailleurs que ces dernières années, et en particulier cette année, vous avez une augmentation du salaire minimum, effectivement, qui est conséquente en Allemagne. Donc, on a eu plusieurs fois déjà, on a eu l'instauration d'un salaire minimum et on a eu une augmentation régulière de ce salaire, tout à fait, donc de ce salaire minimum. Donc effectivement, les coûts salariaux ont augmenté. Alors en fait, ce qu'on observe, c'est que depuis 2019, on avait eu quand même plutôt des coûts salariaux qui n'avaient pas trop augmenté. Mais là, on est en train de voir par contre une augmentation des coûts salariaux. Alors c'est vrai que c'est une cause aussi de transformation du modèle allemand. Mais il y a une vraie question, à mon avis, aussi sur ce modèle allemand, qui est une question de rééquilibrage. En fait, l'Allemagne s'est beaucoup construite sur la demande externe, hein, donc on l'a dit, sur les pays acheteurs, et donc sur la capacité d'exportation. Et là, il y a quand même une idée de rééquilibrage vers la demande interne. Et ça, c'est aussi un changement de modèle, c'est-à-dire que l'Allemagne deviendrait un peu plus comme la France, avec plus de consommation intérieure et peut-être moins d'export et moins de compétitivité à l'exportation. Donc voilà, et je pense qu'à ce niveau-là, le entre guillemets modèle allemand est sans doute un peu en train de changer parce qu'on a effectivement cette demande intérieure qui prendrait peut-être le relais de la demande extérieure. Patricia. Mais ça correspond, je remercie beaucoup de ces données. Je partage tout à fait votre avis sur le sujet. Mais il y a un nouveau modèle qui n'est pas un modèle allemand, qui est un modèle mondial qui se met en place. C'est ce qu'on appelle le local to local. C'est-à-dire qu'on construit en local, on construit les voitures là où elles vont être vendues. Oui. On ne les transporte plus parce que de toute façon, transporter des pièces aux quatre coins du monde, ça coûte très cher en termes écologiques et en termes financiers. Et aujourd'hui, on est capable de construire des modèles entièrement de A à Z dans chaque pays. Et il ne sera plus question d'exporter et d'importer comme on l'a fait jusqu'à très récemment. C'est ce qu'on appelle le système du local to local. Et aujourd'hui, les Allemands construisent, évidemment, ils vont construire une Volkswagen électrique au Portugal ou en Espagne, ils vont construire en Amérique latine, mais ce ne sera plus exporté depuis l'Allemagne. Où ils construisent, il y a l'équivalent d'un Wolfsburg chinois qui est une plateforme multimodale
construites avec des milliards d'investissements. Ce sont des sommes colossales qui sont engagées en Chine et ils n'auront plus besoin d'exporter depuis Wolfsburg des modèles qui vendaient en Chine. Donc, mais ça correspond un petit peu au vent actuel de la relocalisation. Oui. Et là, les Allemands travaillent beaucoup là-dessus. Donc ça a des implications sur les groupes aussi, parce que le groupe, il y a des problèmes au sein du groupe Volkswagen, avec des disputes, savoir, avant qui était très dirigé par Porsche, qui était au cœur du groupe Volkswagen. Et aujourd'hui, il s'agit d'avoir un groupe avec des entités plus ou moins indépendantes partout dans le monde. Donc ça a des conséquences aussi sur la construction même des groupes et la forme prise par l'industrie allemande. C'est absolument fascinant à suivre. Donc oui, ça va bouleverser, les choses se bouleversent, mais ce n'est pas du fait des Allemands. Les Allemands suivent un mouvement beaucoup plus vaste. Et ils investissent considérablement aussi aux États-Unis. Et maintenant, ce qui sera construit, BMW fait beaucoup plus d'argent, et je crois que fait quasiment 50% de ses revenus aujourd'hui sont faits aux États-Unis. Donc ça pose après le problème de la fiscalité, puisque on dit, ces entreprises qui gagnent leur argent très loin d'Allemagne, est-ce qu'elles doivent être fiscalisées encore en Europe? Est-ce qu'elle doit être fiscalisée en Allemagne? Et comment faire pour avoir des revenus qui vous échappent, puisque ces entreprises vont payer moins d'impôts finalement sur les sociétés, au gouvernement, etc. et ne seront plus en mesure d'être les locomotives de l'économie sociale de marché. Et là, c'est là que la question se pose aussi, puisqu'il y aura une production beaucoup plus importante à l'extérieur, mais comment, sur le plan fiscal, sur le plan social, on règle aussi ce problème? Alors, nous arrivons vers la fin de cette conférence et je la conclurai avec deux questions qui me sont posées. Alors, il y a une question, c'est est-ce que Bruno Le Maire, le germanophone, a laissé une trace en Allemagne? Je peux vous dire qu'il a laissé une trace en France, ça c'est sûr, comme ministre des Finances. Mais pour l'avoir vu, et là je suis plus sérieuse, tout récemment après sa nomination, démission comme ministre des Défenses, je pense que réellement, pour une fois, on lui a vraiment fait du mal parce qu'il a été vraiment contacté à la dernière minute le dimanche après-midi pour être nommé le soir et pour réaliser qu'il était la cause de la démission du Premier ministre et donc le lundi. Et je crois que ça, effectivement, ça a marqué les Allemands, mais je ne crois pas que son héritage, en tous les cas en Allemagne, se résume à cela. Alors, j'ai deux dernières questions ou remarques plutôt pour conclure cette conférence. Une qui me fait très plaisir, qui est le succès de cette conférence n'illustre-t-elle pas la vitalité réelle du tandem franco-allemand? Et la deuxième, c'est que quelqu'un qui suggère de me remplacer par une intelligence artificielle pour que les questions soient mieux regroupées. Alors je demande pardon si j'ai fait avec ma petite intelligence et je me retire volontiers la prochaine fois, mais au moins je reste fidèle à un cliché allemand. On a commencé très ponctuellement et on termine très ponctuellement. Je sais que c'est aimé au GECO.